Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel ce soir est Tariq Ramadan, islamologue et professeur d'études islamiques. Vous avez notamment publié L'islam et le réveil arabe aux presses du Châtelet. Bonsoir. Bonsoir. Tariq Ramadan, dans cette émission, nous allons évoquer le 2e anniversaire des révolutions arabes. Mais j'aimerais qu'on consacre le début de cette émission à la mort de Stéphane Hessel, ancien résistant, ancien déporté, diplomate. Il a participé à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il avait défendu les sans-papiers, les Roms, mais aussi la cause palestinienne, l'un des grands combats de sa vie. On se souvient bien sûr de son best-seller, Indignez-vous, qui a connu un succès mondial et qui a conduit à des manifestations de jeunes dans de nombreux pays. Alors j'imagine, Tariq Ramadan, que vous avez déjà rencontré Stéphane Hessel. Qu'est-ce que vous retenez de cette personnalité hors norme ? Écoutez, d'abord, ce que vous venez d'en dire, une personnalité hors norme, pas seulement parce que je pense que très très souvent dans ce qui est la couverture médiatique, on parle de ses positions sur la Palestine, mais c'est beaucoup plus généralement ses positions d'être humain engagé. Le texte Indignez-vous, qui n'est pas son meilleur texte, il a été le plus vendu, mais c'est un petit texte qui est très très court. Ce qu'il reconnaissait lui-même. Bien sûr, il a eu un engagement sur ce que vous avez dit, les sans-papiers, la dignité humaine, et il a intégré la cause palestinienne à ce combat-là. Et donc je pense que c'était d'abord un homme de courage, un homme de conviction, un homme qui, en même temps qu'il voulait dire non, voulait garder de l'espoir et de l'espérance, qu'il a mené jusqu'à la fin de sa vie, puisque il a été très très actif jusqu'au bout. Et donc c'est fondamentalement pour moi un message universel, un homme de conviction universelle et de principe, dont je tiens à saluer la personne, le cœur, le courage. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. On a d'ailleurs eu une conférence annulée à un moment donné, on devait intervenir ensemble. Et de ce point de vue, je reconnaissais chez lui quelqu'un qui est resté droit et honnête vis-à-vis de ses principes, quelles qu'aient été les pressions qui se sont faites sur lui pour changer d'opinion, pour se taire. Vous parlez de pression, de conférences annulées, Tariq Ramadan. Dans une émission que Radio Orient avait enregistrée chez lui fin 2008, Stéphane Hessel disait que la création d'un État palestinien n'aurait pas lieu de son vivant. La cause palestinienne lui tenait très à cœur et à cause de ses prises de position, il a même été qualifié d'antisémite. Qu'est-ce que vous retenez aussi de cela, de ces prises de position et je dirais des réactions qui ont entouré parfois ces déclarations sur la cause palestinienne? Malheureusement, il a été lui-même soumis à la même enseigne que beaucoup d'activistes qui prennent position pour la Palestine en France et ailleurs, mais en particulier en France. Il était de tradition juive et on lui a renvoyé le fait que c'était un juif qui détestait ce qu'on a entendu pour Edgar Morin, ce qu'on a entendu pour d'autres intellectuels qui ont osé dire qu'ils n'avaient rien et qu'ils étaient juifs ou de tradition juive athées ou croyants, mais qu'ils ne confondaient pas le fait d'être juifs avec le soutien aveugle à l'État d'Israël. Qu'ils ont payé cher en matière de procès, en matière d'insultes, et puis en matière de liberté d'expression. On me l'a dit à moi très souvent, vous savez, on m'a dit, si tu veux être mieux reçu en France, cesse de parler de la Palestine. Et c'est vrai, et c'est une évidence qu'aujourd'hui, il y a des pressions, il y a, que ce soit très très haut, au niveau du gouvernement, au niveau d'un certain nombre d'institutions, ce que vient d'écrire, ou la réaction du CRIF, par exemple, à la mort de Joseph Hessel, Stéphane Hessel. Pardon, oui, c'est un autre. Oui, Stéphane Hessel. Cette réaction-là, elle est politique. Elle est pas digne de ce qu'on devrait avoir comme réaction aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est le côté politique et politicien qui a pris le dessus dans finalement la vraie question qui est celle du droit des Palestiniens et du droit au respect
de ce peuple aujourd'hui. Difficile à faire entendre en France. Et le paradoxe, c'est que c'est une personnalité qui a été engagée pendant de très nombreuses années, mais le grand public a appris à le connaître alors qu'il avait dépassé les 90 ans. On a l'impression que c'est propre à la France. Il y a eu l'abbé Pierre, il y a eu Sœur Emmanuel, Edgar Morin aussi joue en sorte ce rôle de conscience des Français. Ça vous frappe aussi le fait qu'il y ait des sages qu'on écoute aujourd'hui, qui sont finalement plus respectés que certains citoyens qui ont les mêmes prises de position? Écoutez, oui, dans un sens, c'est à la fois surprenant et à la fois assez normal. Surprenant parce qu'effectivement, un engagement de dizaines d'années, d'un demi-siècle en fait, de plus d'un demi-siècle pour la cause des opprimés ou de ceux qui sont la décolonisation. Exactement. Déjà sur cette prise de position, le fait d'avoir participé à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme, c'est quand même une institution, une mémoire et une figure de la France. Donc ça, c'est déjà une chose qu'il faut relever. Ajouter à cela le fait que il y a des circonstances historiques qui font qu'un certain nombre d'intellectuels, parce qu'ils écrivent un texte ou parce qu'ils sont là à un moment donné, sont reconnus dans un âge avancé. C'est ce qui a été sa situation, son cas, et donc cette voix du sage qui dit de là où il est que la politique française pour ce qui concerne les sans-abri, pour ce qui concerne l'immigration, et la politique internationale pour les droits des Palestiniens, eh bien c'est quelque chose qu'il a eu le courage de dire. Il faut aussi relever qu'un certain nombre, c'est pas son cas, mais qu'il y a un certain nombre d'intellectuels à des moments donnés, c'est au moment où ils sortent de situations où ils ont une fonction. Je veux dire, c'était beaucoup plus difficile pour lui, par exemple, de parler quand on est ambassadeur, parce qu'on est tenu par le devoir, par le secret de fonction, et qu'à partir d'un certain moment, eh bien sa parole elle est plus libre. Et donc, il est heureux qu'on écoute ces voix et qu'elles se fassent entendre. C'était un modèle pour vous? Un modèle de courage au sens où c'est un modèle oui, c'est un modèle de quelqu'un qui a des principes et qui était passionné par ces principes. Maintenant, on a pu sur des questions l'une ou l'autre, on peut avoir des divergences, on peut mais pour ce qui me concerne, une parole de justice, être dans la conviction et oser dire ce que l'on pense, et puis de faire face à des critiques, tout en sachant en même temps que s'il a fait face à des critiques, s'il a fait face à des pressions, si d'un point de vue politique on n'aimait pas tellement sa voix, il faut se rendre compte quand même qu'internationalement il a eu une reconnaissance de son combat, de son vivant, qui lui a donné de l'énergie. D'ailleurs, il a recommencé à voyager, à aller à gauche, à droite, même trop à mon sens, parce qu'à un moment donné, avec l'âge, il aurait fallu qu'il fasse attention, mais il a été emporté par un mouvement d'une reconnaissance folle, et je pense que quoi de plus motivant ou de gratifiant à un moment donné dans ce combat de voir ces millions de gens, je sais pas, à Madrid par exemple, qui s'appelle Les Indignés, du titre d'un livre qui faisait quelques pages et qui a ébranlé des consciences. Alors justement, le mouvement des Indignés a pris comme modèle les printemps arabes. Tout a commencé par le sacrifice de Mohamed Bouazizi. Cela fait maintenant 2 ans. On a célébré ce deuxième anniversaire il y a quelques semaines. La Tunisie, parlons-en, Tariq Ramadan. Ce pays vit une crise politique depuis plusieurs semaines, une crise qui a été aggravée par l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. L'ancien Premier ministre Hamadi Jebali a tenté de former un gouvernement de technocrates contre l'avis de son parti, Ennahda. Il a fini par démissionner. C'est finalement le ministre de l'Intérieur, Ali Larayed, qui a été chargé de former le nouveau cabinet. Ennahda a fait une concession de taille mercredi en se disant prêt à renoncer au ministère régalien, ce qu'on lui demandait depuis déjà plusieurs jours. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle en Tunisie? Écoutez, d'abord, contre l'avis de beaucoup, quand j'ai écrit le livre que vous avez cité tout à l'heure sur le réveil arabe, je disais que j'étais prudemment optimiste. Je ne voyais pas cette évolution de façon aussi aisée. J'étais moins optimiste sur d'abord sur les causes et les évolutions. Et donc malheureusement, je dis bien malheureusement, les faits me donnent raison sur ce qui est en train de se passer, parce qu'on a aujourd'hui un Moyen-Orient totalement déstabilisé.
Vous avez parlé de la Tunisie, on voit ce qui se passe en Égypte, qui est aussi, on en parlera sans doute. Tout à fait. En Syrie, c'est une situation extrêmement grave, 170 personnes qui meurent par jour. Et quand on voit la Tunisie, à un moment donné, pour moi, c'était le pays qui était celui qui était le plus prometteur en matière de transition, parce qu'il avait bien avancé au départ. Et tout à coup, ce dont on s'est aperçu, c'est que des forces intérieures ont ajouté à la division. C'est-à-dire que non seulement on avait le pôle des laïcs contre le pôle des islamistes, et moi quand j'ai rendu visite, après 18 ans, je suis allé, il y a une année et demie, c'était il y a une année en Tunisie, je me suis retrouvé dans cette espèce de tension énorme entre ces deux pôles. Ajoutez à cela les salafistes qui sont entrés dans le débat et qui ont ajouté et voulu contester la crédibilité religieuse d'Ennahda, et vous avez une situation dans laquelle aujourd'hui on est dans une situation où certains laïcs qui ont voulu jouer le jeu de l'alliance et qui étaient prêts à cela, comme le président tunisien Monsef Marzouki, donc qui ont fait une démarche qui était très, très intéressante, qu'on n'a pas trouvé ailleurs d'ailleurs. En Égypte, on n'a pas ceci, que se sont dit, il faut qu'on travaille ensemble. Eh bien, se trouvent aujourd'hui, eux, dans leur camp, dans une situation difficile. Sur le terrain, on ne voit pas d'option. Et puis, on est dans une crise politique. Ajoutez à cela un élément de violence et qui a ébranlé le pays. Le pays a été ébranlé. Et il a été ébranlé jusqu'au Premier ministre, qui finalement démissionne. Ça veut dire un état de fragilité qui peut, à n'importe quel moment, imploser, sans que la situation économique, la situation sociale, le projet éducatif, le projet culturel ait réussi à se stabiliser. C'est une situation très grave. Une situation très grave. L'assassinat de Chokri Belaïd, il y avait d'ailleurs eu un autre assassinat, on en a moins parlé, mais un responsable de Nida Tounes avait été assassiné. Est-ce que vous redoutez une vague de crimes politiques? Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver en Tunisie? Oui, tout à fait, parce qu'encore une fois, l'équation la plus rapide, c'était de dire que derrière l'assassinat, il y avait Ennahda. Ensuite, on entend Rached Ghannouchi et les responsables de Ennahda dire mais on n'avait aucun intérêt à l'éliminer, c'est le contraire, ça joue contre nous. Donc ça peut venir de partout. Aujourd'hui, personne ne peut dire qui fait quoi, qui est derrière ceci, parce qu'on peut jouer de l'assassinat politique. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé en Algérie, les débuts de la décennie noire en Algérie. Sans vouloir aller évidemment jusqu'à ce scénario. Je pense pas que ce scénario sera le même qu'en Algérie, mais ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'aujourd'hui n'importe quoi. On a pu voir là maintenant avec cet assassinat le degré de fragilité de la situation en Tunisie et les capacités que peuvent avoir certains attentats ciblés sur une déstabilisation multipliée du pays. Donc c'est vrai que les salafis ont déstabilisé le jeu politique par leur présence et leur critique sur le plan du terrain, mais là on est vraiment dans une situation où le meurtre peut devenir un instrument politique majeur. Alors Tariq Ramadan, sur la Tunisie, il peut y avoir une lecture islamiste contre les laïcs. Mais est-ce qu'on peut aussi avoir une lecture sur ce que c'est que la démocratie? C'est-à-dire permettre à une opposition d'exister, de pouvoir s'exprimer. On a l'impression que c'est aussi ça qui se joue en ce moment, ce que c'est que la démocratie. Oui, alors encore une fois, il faut qu'on se mette bien d'accord. La démocratie, c'est pas simplement un modèle, une structure avec le fait que la majorité vote et qu'elle est libre de voter. C'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus fondamental. On a les 6 principes de la démocratie que je rappelle souvent, qui sont l'état de droit, la citoyenneté égalitaire, le suffrage universel, le fait que on est mandaté pour une certaine période, donc on est accountable, comme on dit en anglais, on doit revenir vers son peuple, être jugé. On a la séparation des pouvoirs et la distinction des autorités. Voilà les 6 principes. Mais c'est pas que ça. C'est véritablement un état une situation dans laquelle l'expression politique doit être libre, la critique doit être libre, elle doit être libre et constructive. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ceux qui sont au pouvoir ont extrêmement de peine à gérer ces espaces de liberté, et ceux qui sont dans l'opposition jouent aussi de ces expressions-là dans la provocation. On n'est pas du tout dans l'ordre de l'installation d'une atmosphère démocratique. On est dans les slogans et on est aujourd'hui dans une situation où l'expression libre ne fait pas partie du jeu politique, pas suffisamment. C'est une situation où même la liberté est instrumentalisée. On peut dire que la religion est instrumentalisée, mais la liberté est instrumentalisée dans une espèce de polarisation qui nous fait éviter tous les vrais débats politiques de l'époque.
Retour sur le plateau de Pluriel en compagnie de Tariq Ramadan, islamologue et professeur d'études islamiques. Je rappelle le titre de votre dernier livre, L'islam et le réveil arabe aux presses du Châtelet. Une partie des Tunisiens se plaignent du poids que prennent les salafistes. Ils se sont attaqués à des mausolées comme celui très célèbre de Sidi Bou Saïd. On les a vus pénétrer dans les lycées, les universités pour y faire du prosélytisme. Des hôtels ont été aussi saccagés parce qu'ils vendaient de l'alcool. Il y a aussi le rôle de plus en plus important des milices islamistes proches des Nahda. Certaines roulent même en 4x4 avec le logo Sharta Islamia, police islamique. On a l'impression qu'on est en train de sortir de l'état de droit. Est-ce que ce sont des signes qui vous inquiètent ? Oui, ce qui m'inquiète, c'est plus que des signes. Ce qui m'inquiète, ce sont des politiques générales et transnationales qu'on est en train de voir. Vous savez, depuis les années 90, en commençant déjà à l'époque en parlant de ce qui est en train de se passer avec des mouvements comme les Taliban, qui n'étaient pas politiques, mais qui avaient été aussi instrumentalisés sur le plan politique. Le problème qu'on a avec des mouvements comme ceux-ci, c'est qu'ils sont très sincères religieusement parfois, mais très naïfs politiquement. Et donc, ce qu'il faut se poser, la question qu'il faut se poser, c'est qui sont-ils et qui peut les pousser à faire ce qu'ils sont en train de faire. Parce que, effectivement, aujourd'hui, il faut avoir une position extrêmement ferme sur des positions littéralistes, opposées à tout processus pluriel et démocratique, et qui mettent à mal, en fait, en l'occurrence, Ennahda comme dans leurs références religieuses, parce que moi, je ne pense pas, comme certains le laissent entendre, qu'il y a une alliance objective. Je pense que c'est très, très clairement en opposition à Ennahda en Tunisie, comme c'est en opposition aux frères musulmans en termes de crédibilité, et qu'ils sont poussés en l'occurrence à agir maintenant sur le plan politique. Ils sont poussés par qui ? Par des États étrangers ? Alors je pense qu'ils sont de l'intérieur. Il y a un véritable mouvement salafi dans tous ces pays, mais par exemple, quand je discutais, quand il était les premiers mois de sa présidence avec Monsef Marzouki, et qui me disait mais nous on les connaissait pas, on savait qu'il y avait des groupes comme ceci, mais tout à coup cette émergence de salafis qui commence, et puis des personnes qui viennent de l'étranger et qui commencent à tenir des discours. On le sait en Égypte, on le sait moins en Tunisie, mais ce qu'il y a aussi, c'est que il y a des organisations dont certaines sont d'Arabie Saoudite, d'autres sont du Qatar. Et on nous dit c'est pas les États, mais qui financent. Par exemple, Rand Corporation, ils ont sorti un rapport en disant que 80 millions de dollars ont été déversés en Égypte avant les élections, et le processus démocratique a amené 24% pour les salafis aux élections parlementaires. Donc il faut se poser la question de ces mouvements intérieurs et de ces poussées de l'extérieur qui servent à déstabiliser le pays, à rendre le pays politiquement ingérable, économiquement extrêmement faible. Et donc c'est aujourd'hui ce qu'on est en train de voir, et c'est pour ceci que de là où je suis, la position par rapport aux salafis, quand ils entrent en politique, ce littéralisme, cette violence, cette volonté d'imposer le bon respect des mœurs est à condamner. Il faut dire que ceci ne peut pas faire partie d'un processus de démocratisation dans ces sociétés. Vous avez parlé tout à l'heure de la naïveté de ces partis sur le plan politique. Depuis le début de ces révolutions, on voit des partis islamistes aux commandes dans plusieurs pays arabes, l'Égypte, le Maroc, on parlera d'ailleurs de ces deux pays tout à l'heure. Il y a une banalisation de ces partis islamistes, ils s'installent dans la durée, dans le paysage politique. Alors, si on met de côté la question religieuse, est-ce que vous trouvez qu'ils sont à même de répondre aux défis actuels des sociétés arabes, la lutte contre le chômage, le développement économique, l'éducation, pour prendre ces trois thèmes? Écoutez, mon problème aujourd'hui, c'est que je ne vois pas de force politique capable de gérer ces problèmes aujourd'hui émergents dans les deux camps, que ce soit les laïcs, comme ce soit les islamistes, je ne les vois pas. Et je pense que la seule façon aujourd'hui, et c'est ce que je dis dans la deuxième partie du livre, je dis il faut cesser le débat aveugle sur la polarisation du débat politique entre laïcs ou sécularisés et islamistes, et en venir aux vraies questions que vous posez, c'est-à-dire la stabilité économique, c'est-à-dire la lutte contre la corruption, c'est-à-dire l'éducation, c'est-à-dire la justice sociale, l'émergence du pouvoir des femmes aussi, parce que on nous dit depuis l'Occident, comme on nous dit attention, les sociétés s'islamisent, on voit de plus en plus de foulards. Et moi, ma question, elle n'est pas l'islamisation. Tout ceci, c'est un discours qui est un discours fantasmatique. Le vrai pouvoir des femmes, il se mesurera à deux choses dans ces pays: l'accès à l'éducation et l'accès au marché de l'emploi.
Or, aucune des forces politiques et les islamistes aujourd'hui ne font pas de propositions. On est aujourd'hui dans une lutte de légitimité politique, pas de vision politique. Et donc, quelles sont les forces qui émergent? On ne les voit pas. Alors, en Tunisie, c'est une évidence. Et encore une fois, en même temps que je vous dis ça, je suis conscient, comme on doit l'être, qu'il faut du temps. C'est-à-dire qu'un processus de démocratisation, de changement, de transformation sociale. C'est la conséquence de ces dictatures qui ont duré si longtemps qu'elles n'ont pas permis à des forces politiques de naître. Tout à fait. D'abord d'exercer le pouvoir dans des conditions qui sont de vision politique, de contestation, parce que vous apprenez la contestation politique, vous apprenez de la voix de l'opposition. Quand vous êtes dans une atmosphère d'ouverture politique où on joue vraiment, où les institutions sont vraiment là, on n'est pas dans la corruption, on n'est pas dans l'imposition. Aucun de ces pays arabes dont on parle aujourd'hui n'a cette stabilité-là. Ajoutez à cela quand même une chose, souvenez-vous, il y a 12 ans de cela, quand on parlait de l'exemple de la Turquie, et qu'on avait tout à coup Erdogan qui venait, on se disait mais est-ce qu'ils sont capables, ces islamistes, de faire quelque chose dans le pays? Pourquoi aujourd'hui, même si moi je suis critique encore, je suis pas du tout de ceux qui disent que c'est un modèle, je suis critique sur les choix économiques, je suis critique sur la liberté d'expression, je suis critique sur la gestion de la question kurde, donc tout ceci, il faut continuer à être critique. Mais il y a une chose qui est importante, la lutte contre la corruption. Le fait de passer par l'Union européenne pour mettre l'armée turque dans une position où elle ne peut pas sortir en disant mais vous pouvez pas vouloir la démocratie rentrer dans l'Europe et nous faire peur avec la présence militaire. Et le succès économique a fait en sorte que tout à coup, 3 fois de suite, le Premier ministre est réélu et son parti avec. Après, maintenant, il faut qu'on fasse attention parce qu'on a l'impression qu'on va vers une dérive. Le Premier ministre voulant devenir président. Il y a beaucoup de journalistes en prison aussi en Turquie. C'est pour ça qu'il faut le dire, mais en même temps, mais plus que ça. C'est-à-dire que il avait dit à Moubarak, au moment où Moubarak voulait rester au pouvoir, eh bien, nous sommes tous destinés à partir. Il faut aussi qu'il l'entende pour lui-même parce que maintenant, il est Premier ministre et on est en train de nous dire qu'ils sont en train de passer à un régime présidentiel. Mais ce que je voulais dire par rapport à votre question, c'est que le succès de ce qui a été la transformation. Aujourd'hui, on les appelle des musulmans conservateurs ou des musulmans démocrates en Turquie. Pour tous ces mouvements politiques, et les islamistes comme les autres, le succès sera fonction des vraies réponses politiques et économiques à l'état des différentes nations, ce que nous n'avons pas aujourd'hui. On a vu, dès que les révolutions ont fait tomber les dictateurs, les islamistes arrivés au pouvoir, c'est un pouvoir transitoire, il va y avoir de nouvelles élections en Tunisie, on espère qu'elles auront lieu avant la fin de l'année, en Égypte elles auront lieu au mois d'avril. Les électeurs vont pouvoir finalement donner leur opinion sur un pouvoir qui a déjà exercé les responsabilités. Donc c'est un moment important, les mois qui viennent. Ah oui, c'est un moment extrêmement important. Maintenant, il y a 2 choses. Ce qui a fait que les islamistes, comme les frères musulmans ou Ennahda en Tunisie, sont arrivés au pouvoir, c'est sur la base de leur passif politique et leur crédibilité en tant qu'opposants. C'est-à-dire, ils ont payé le prix de la torture, de l'emprisonnement. Maintenant, on est dans une autre phase. On est dans la phase où, transitoirement, ils ont exercé le pouvoir, que pour certains qui sont pressés, on dit, écoutez, ils ont rien fait. Pour d'autres, on a vu des phases qu'on n'avait pas perçues. Donc, dans l'exercice du pouvoir, ça va être autre chose. Certains continuent à nous dire, ils restent tenants de la majorité. Ça, personne ne le sait. La seule chose qu'il faut espérer, c'est qu'on continue à avoir cette transition démocratique et que les élections restent transparentes et qu'elles restent ouvertes et que toutes les forces politiques admettent les résultats. Il y a un danger, c'est ce que vous dites quand même. C'est-à-dire, il y a le danger que le pouvoir actuel ne reconnaisse pas le résultat des urnes dans ces pays. Que le pouvoir actuel ou que des opposants ou que des salafis, que quelle que soit la situation, vous ayez des forces politiques qui ne jouent plus le jeu. Alors, parlons de l'Égypte, pays qui est cher à votre cœur, Tariq Ramadan. Comment vous percevez le rôle de l'opposition? Ils étaient très divisés avant la victoire des frères musulmans à l'élection présidentielle. On a vu tout de même un front se constituer avec les chefs de file de l'opposition. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une sorte de maturité politique dans cette opposition laïque?
Non, malheureusement. Vous savez, moi j'ai été très très critique depuis le départ à l'endroit de la position même des frères musulmans au moment du début du soulèvement, puis ensuite de l'éclatement. Je n'ai cessé d'écrire. Enfin, j'ai écrit ce livre, mais en même temps chaque 2 semaines sur votre site internet, j'écris pour continuer le suivi, et j'ai toujours été extrêmement critique par rapport à ce que je voyais. Mais ce que je vois aussi d'un autre côté, c'est une opposition qui s'est unie contre le pouvoir, mais pas pour un projet politique. C'est-à-dire, on est encore une fois c'est pas une maturité politique. Si c'était une maturité politique sur le fait de dire, nous venons ensemble avec une vision pour l'avenir. Non, nous venons ensemble contre Morsi, contre les frères musulmans et contre le pouvoir en place. On est aujourd'hui dans l'absence d'une société civile, d'intellectuels et de responsables politiques en Égypte qui viennent avec quelque chose d'autre que cette polarisation-là. Et donc, dans les derniers mois, on a pu voir une opposition qui s'est unie contre, mais qui ne s'est pas forcément unie pour un projet. Et l'Égypte ne s'en sortira pas de cette façon-là. Ajoutez à cela, on ne le dit pas, on n'en parle pas, c'est que derrière la scène de tout ce conflit politique reste une armée extrêmement puissante. Une armée qui a un pouvoir économique mais phénoménal. Et la corruption demeure en Égypte. Donc tout le monde pouvoir économique qui lui vient notamment de la manne américaine. De la manne américaine, tout à fait. Et encore une fois, je veux dire, on l'a pas suffisamment dit. C'est-à-dire, vous savez, moi je suis pas encore rentré en Égypte parce que mon dossier il est avec l'armée, et l'armée reste très très puissante. Vous craignez pour votre sécurité? Je crains pour oui, vous savez, moi j'ai demandé à mon gouvernement la Suisse de savoir de ce qu'il en était. On m'a pas du tout rassuré. Aujourd'hui, j'ai des canaux égyptiens qui me rassurent en me disant maintenant les choses sont dépassées. Sans doute, je suis en train de penser à y retourner sous peu, mais aujourd'hui, la situation en Égypte, elle n'est pas du tout celle d'un État civil indépendant de l'influence de l'armée qui tient. Avec les Américains, il y a un canal direct de communication entre l'Égypte et l'armée, et si aujourd'hui quelque chose devait se passer qui aille à l'encontre des intérêts américains, je ne suis pas sûr que ce soit aussi aisé que cela. Et pourtant, on a vu le président Mohamed Morsi limoger le maréchal Tantawi qui était inamovible. Et pourtant, Mohamed Morsi est sous la coupe des militaires. Alors moi, j'ai une autre interprétation. Je pense que ceci était une mise en scène, c'est-à-dire que avant même qu'il ait été limogé, Tantawi avait annoncé qu'il allait quitter. Donc il savait ces étapes-là, et à un moment donné, il a même été placé comme conseiller spécial du président. Donc il est limogé et conseiller spécial du président. Maintenant, il faut aussi savoir que dans l'armée égyptienne, il y a des tensions, il y a des courants contradictoires. D'ailleurs, il y avait un courant qui soutenait Moubarak et un courant qui ne le voulait plus. Il y a une jeune garde militaire qui veut aujourd'hui pouvoir jouer son rôle. Donc il ne faut pas penser à un pouvoir monolithique, mais quels que soient les scénarios et quelles que soient les tendances, l'armée reste très très puissante. Elle est le canal de l'influence américaine parce qu'elle est aussi le canal de la manne financière, du repositionnement aussi politique de l'Égypte. Et aujourd'hui, l'Égypte est une économie assistée, la Tunisie est une économie assistée, la Syrie est un pays éclaté, le Moyen-Orient est totalement instable. Tariq Ramadan, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était très difficile pour vous de retourner en Égypte pour l'instant. On sent pourtant à vous écouter une envie d'aller en Égypte. Pour quelles raisons vous iriez en Égypte? Est-ce que c'est pour retrouver vos racines, retrouver votre famille, vos amis, ou bien vous souhaitez jouer un rôle qui soit intellectuel, le rôle d'un intellectuel en Égypte, ou bien est-ce que vous avez un projet politique en Égypte? Pas du tout. C'est uniquement pour les premières raisons que vous avez. Mes racines sont là-bas, c'est vrai. J'y ai étudié. Je veux retourner voir la famille. C'est un pays qui me manque. On m'a beaucoup demandé, beaucoup sollicité, même des candidats qui voulaient que je revienne, que je parle. Si je retourne en Égypte, ce ne sera pas du tout avec une parole politique là-bas. Ça n'est pas mon rôle. Je ne suis pas impliqué sur le plan politique. Je suis un observateur critique de ce qui est en train de se passer. Et ce que je veux, autant que faire se peut d'ailleurs, c'est que ma parole, elle soit constructivement critique. Le but, ça n'est pas de critiquer pour détruire, mais essayer de trouver les voies de vision politique nouvelle. Il n'y a pas d'homme providentiel aujourd'hui en Égypte, que ce soit Mohamed El Baradei, Amr Moussa. Il n'y a pas une personnalité, je dirais, dont la vision et le charisme puissent permettre au pays d'avancer?
Non, je n'en vois pas et je ne suis pas sûr que ce soit ça qu'il faille attendre. Je pense que le problème avec le monde arabe, c'est le leader charismatique et il est plus charismatique. Il devient leader à cause de son charisme et aujourd'hui... On pense toujours à Nasser. Oui, mais Nasser, justement, je veux dire, il avait le charisme international, la répression nationale, c'est-à-dire que c'était à l'intérieur un homme qui torturait et tuait. Je veux dire, la raison pour laquelle je me retrouve je nais en Suisse Votre grand-père en a été victime? Mon grand-père est mort avant, mais lui, il était même dans le mouvement. Après, il s'est retourné, il a exécuté un nombre de gens incalculable. Il a été un tortionnaire à l'intérieur. Mais en même temps, c'est vrai, une figure internationale qui a été la fierté de l'Égypte parce qu'il a su, à des moments donnés, se positionner comme l'opposition à des diktats américains ou autres. Ce qui est important aujourd'hui pour l'Égypte, comme d'ailleurs pour la Tunisie, comme d'ailleurs pour le monde arabe, c'est qu'on soit moins émotionnel à la recherche d'un leader charismatique et beaucoup plus politique et intellectuel à la recherche de responsables politiques qui ont une vision, qui sont plus pragmatiques, qui ont aujourd'hui, qui sortent de ces polarisations et qui en viennent à vraiment établir des priorités. Nous avons une priorité éducative, une priorité politique, une priorité économique, une priorité de choix aujourd'hui. Est-ce qu'on va aller vers des relations sud-sud plus importantes? Parce que l'un des grands problèmes de ce qu'on a appelé le printemps arabe, c'est qu'il est arabe que parce qu'on y a vu un printemps, mais la réalité c'est que c'est très nationaliste. C'est les Égyptiens qui sont en train de se battre en Égypte, les Tunisiens, et on a des pays qui n'ont, il n'y a pas de relation sud-sud, il n'y a pas de vision transnationale. Or le monde arabe ne s'en sortira, et les pays du Sud ne s'en sortiront que quand ils sortiront de cette relation nord-sud pour établir des relations horizontales. On voit d'ailleurs deux pays voisins comme l'Algérie et le Maroc qui ont toujours une frontière fermée. Parlons du Maroc. C'est un pays, je dirais, un petit peu à part dans ces printemps arabes, car il y a à la fois le roi qui incarne la stabilité et puis ce premier ministre islamiste qu'on n'aurait pas imaginé accéder au gouvernement. Vous trouvez que le Maroc est un exemple intéressant dans ce printemps arabe? Un exemple intéressant, c'est pas un exemple. Je pense que toute personne qui connaît le Maroc doit reconnaître une chose. C'est que comparé à tous les autres pays, la situation politique et économique était meilleure que les pays voisins. En termes d'expression politique, c'est un pays que moi je visite 4 à 5 fois par année, dans lequel je peux m'exprimer librement, donc personne ne peut nier ceci. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on est dans un processus de démocratisation et dans une transparence? Il y a la personne du roi, et puis il y a tout un système qui fait qu'il y a des chasses gardées, qu'il y a des jeux politiques. Moi, je savais avant les élections qui allaient les emporter, puisque ça m'est venu d'assez haut, on m'a dit, ils allaient gagner. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a un jeu avec les règles de la démocratie qui place aujourd'hui un parti islamiste au pouvoir et puis qui en même temps neutralise toute force d'opposition. C'est très intelligent, c'est-à-dire le but c'est d'éviter les masses qui se soulèvent et puis de jouer sur la neutralisation des forces. Donc ça n'est pas un exemple pour vous? Ça n'est pas un exemple, dire il faut reconnaître les acquis et maintenant constructivement être critique quant aux choses qui doivent s'améliorer. Vous savez, le cheikh Abdessalam Yassine, le fondateur de Al-Adl wa al-Ihsan. Exactement, il est décédé au mois de décembre. On m'avait même demandé de ne pas en parler parce que ça se fait pas, il faut avoir peur. Non, c'est un homme avec lequel on peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est un homme qui a dit une chose qui est vraie. Il l'a dit au père de l'actuel roi, il le dit au roi et maintenant il a disparu en disant l'argent du peuple revient au peuple et il faut lutter contre la corruption et travailler à la transparence. Et toute autorité religieuse, quelle qu'elle soit, ne peut avoir son autorité religieuse que par son respect des principes de la religion. C'est-à-dire que c'était deux principes. Après, l'organisation, l'idéalisation de l'homme par l'organisation, parfois le côté très tranchant, sans compromis, ça je l'ai toujours pour ce qui me concerne critiqué, mais je pense qu'il y a d'autres voies, même dans les courants laïques aujourd'hui au Maroc, qui mettent en évidence nous avons des acquis, il faut les préserver, il faut aujourd'hui améliorer le processus démocratique dans ce pays. Il y a aussi Moulay Hicham, le prince rouge, qui est très critique aussi sur le fonctionnement actuel au Maroc. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui, de l'étranger, fait entendre une voix. Moi, je pense que à partir du moment où ces voix critiques sont constructives, il faut les entendre et les encourager. Il faut que le Maroc fasse montre de cette capacité à les entendre et à débattre avec.
Pluriel, animé par Loïc Barrière. Dernière partie de Pluriel avec Tariq Ramadan. Je rappelle le titre de votre livre, L'islam et le réveil arabe aux presses du Châtelet. Alors, la guerre se poursuit depuis près de 2 ans en Syrie. On se demande combien de temps cette guerre peut durer encore, puisque l'opposition ne dispose pas des armes nécessaires pour faire basculer les choses sur le plan militaire. La Russie ne bouge pas non plus. Selon vous, quelle pourrait être la solution pour mettre fin à cette guerre? Ben, écoutez, la solution, moi je n'en ai pas une définitive. J'essaye de regarder un tout petit peu les options qui se présentent. Et moi je suis très très cynique, malheureusement cynique par rapport à ce qui est en train de se passer. Autant je ne veux pas qu'on revive le scénario de la Libye où, à la demande d'une zone aérienne protégée, finalement on a utilisé ceci, on est allé envahir le pays, en fait surtout pour des intérêts économiques et des intérêts pétroliers. Donc voilà ce qu'on a fait. Aujourd'hui, la situation en Libye, contrairement à ce qu'on nous dit, elle est tout à fait instable. Seul est protégé, finalement, le complexe pétrolier général. À côté de ceci, ce qui est aujourd'hui visible, c'est qu'on a des forces comme, de nouveau, encore l'Arabie Saoudite et le Qatar qui veulent soutenir l'opposition jusqu'à donner des armes et donc qui sont en train d'entretenir un conflit armé. Et d'un autre côté, la Russie et la Chine qui soutiennent contre les États-Unis et l'Europe le régime. Et on se dit, mais en amont de ceci, il est évident que si les États-Unis ou l'Europe avaient eu une stratégie non pas d'intervention militaire, mais de pression beaucoup plus grande, si on voulait étouffer le pays au point qu'à partir d'un certain moment, Bachar el-Assad ne puisse pas s'en sortir, on aurait pu le faire et on peut le faire. Mais moi je suis cynique, pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a un accord à ne pas être d'accord entre les Américains et les Russes et les Chinois pour qu'on ne trouve pas de solution. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle au département d'État américain des zones des conflits de basse intensité. Ça ne sort pas beaucoup de la région, mais ça a une capacité de déstabiliser le Moyen-Orient et de fragiliser toute la région, qui fait que d'une certaine façon, par rapport, parce qu'il faut aussi considérer que quand on parle du Moyen-Orient, on parle du conflit israélo-palestinien, on parle de la relation chiite-sunnite, jamais comme aujourd'hui, la fracture sunnite-chiite n'a été aussi profonde. On l'a connue avec l'Iran et l'Irak, la guerre de l'Iran et l'Irak, on l'a connue en Irak. Mais là, aujourd'hui, moi, je reçois sur mon site internet des insultes parce que je suis contre Bachar el-Assad. On dit c'est parce que t'es sunnite, c'est parce que t'es contre les chiites, c'est parce que tu travailles au Qatar ou parce que des choses qui sont absolument insensées, parce qu'on en est arrivé à une espèce de soutien passionné pour un camp ou de vision complètement binaire des réalités, sans se rendre compte qu'aujourd'hui, ceux qui gagnent à la déstabilisation du Moyen-Orient, ce sont des forces qui sont des vendeurs d'armes, parce que ça marche, qui sont des forces de déstabilisation et qui font qu'il y a une fracture aujourd'hui. Qui gagne dans cette fracture-là? Aujourd'hui, malgré tous les problèmes intérieurs d'Israël, par exemple, par rapport à la région, eh bien, ils sont pratiquement, tous les ennemis alentours sont neutralisés. Et l'Iran est présenté comme l'ennemi, les chiites divisés avec les sunnites, et puis des forces sunnites qui vont en plus en rajouter pour déstabiliser l'ensemble du pays. Je pense que c'est tout à fait cynique, que le peuple syrien est en train de payer une facture extrêmement élevée. C'est proprement inhumain, c'est proprement inacceptable. Maintenant, est-ce qu'il y a des solutions? Eh bien, à partir d'un certain moment, oui, il devrait y avoir, sans une intervention militaire et sans entretenir cet enjeu militaire-là, ou en tout cas le conflit, une pression beaucoup plus importante, une vraie volonté qui viendrait aujourd'hui de l'Occident pour faire en sorte d'étouffer le gouvernement aujourd'hui. Et ça, c'est possible si on en avait vraiment la volonté politique. On a vu que la volonté politique pouvait payer, par exemple, au Yémen, où on a choisi un membre du régime qui était finalement un second couteau et qui est devenu le président du Yémen, et ça a fini par être accepté. Ça pourrait être une solution, par exemple, choisir un dignitaire syrien qui assurerait la transition à la place de Bachar el-Assad. Je ne sais pas si on peut choisir un dignitaire, mais je pense que quand on le veut et si on a la volonté politique, on le peut. Aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre, c'est que dans le camp de l'opposition,
un avenir avec Bachar el-Assad, c'est impossible. Et qu'aujourd'hui, ne pas reconnaître l'opposition avec ce qu'elle a sacrifié, parce qu'il y a une chose à laquelle on s'attendait pas, souvenez-vous, pendant 8 mois, les Américains comme les Européens demandaient à Bachar el-Assad de réformer son système pendant les 8 premiers mois, parce qu'ils s'attendaient pas à ce courage populaire. Il y a quand même eu un courage populaire, et ceux qui sont allés sur le terrain, ils l'ont vu. Donc c'est pas du tout une alliance américano-britannico-qatari et saoudienne qui a poussé, c'est pas vrai. Maintenant qu'ensuite il y ait des forces qui aient essayé de jouer avec l'opposition, la division de l'opposition, et l'opposition contre Bachar el-Assad pour neutraliser ça, c'est une évidence. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on peut faire pression, on a des alternatives, il peut y avoir des alternatives, mais à une seule condition, c'est que Bachar el-Assad ne reste pas, il ne peut pas rester en l'occurrence à la tête du gouvernement, et il faut trouver les véritables acteurs qui peuvent être partie prenante de ce processus-là. Aujourd'hui, on fait tout pour nous dire on ne peut rien faire. Et qu'au bout du compte, quand on ne peut rien faire, eh bien, c'est une situation qui va durer très longtemps, à mon avis, et qui va justifier de politiques au Moyen-Orient qui sont extrêmement dommageables. C'est-à-dire que le Moyen-Orient aujourd'hui, avec ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Syrie, les divisions Iran et Liban, aujourd'hui est fondamentalement un espace complètement éclaté. On ne voit pas de vision. Je veux dire, si on parle de printemps pour cette situation-là, je me demande ce que ce sera que l'hiver. Tariq Ramadan, j'aimerais qu'on parle maintenant de la situation des musulmans de France. Sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les musulmans ont eu le sentiment d'être instrumentalisés par la droite. Aujourd'hui, on a une présidence socialiste depuis 8 mois, un nouveau ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui a fait plusieurs déclarations sur l'islam, aussi sur l'extrémisme musulman. Il a dit qu'il y avait potentiellement des dizaines de Mohamed Merah en France. J'aimerais savoir ce que vous pensez de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, qui remplace en quelque sorte tous les ministres de l'Intérieur de la droite depuis Nicolas Sarkozy. Écoutez, je vois pas beaucoup de différence. Moi, j'ai toujours dit, je ne savais pas comment situer Manuel Valls à gauche avec autant de caractéristiques de droite et de droite dure. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'il a pensées et dites récemment ou dans le passé sont exactement en miroir de ce que disait Nicolas Sarkozy. Et il se trouve malheureusement que cet élu et en même temps ce ministre de gauche se retrouve être un des plus populaires du gouvernement. Ça veut dire que il touche à gauche et il touche à droite. Et on est dans ce clivage aujourd'hui, je veux dire entre le président Hollande et l'ex-président Sarkozy. Quand ils ont débattu à la télévision, on a pu remarquer que le moment où ils étaient le plus d'accord, c'était sur ces questions-là. L'immigration, les musulmans et même jusqu'à la viande halal dans les écoles. On est vraiment aujourd'hui dans une espèce de stigmatisation. Or, il a bien compris, Valls, que ce discours-là, qui peut nous choquer, qui me choque moi, eh bien, il touche la population. Et on n'a pas entendu, on n'a pas suffisamment compris, même avec François Copé. Quand il parle du pain au chocolat, quand il fait ces déclarations-là, il touche une population et il touche à gauche, à droite, à l'extrême droite. Il a d'ailleurs réussi peut-être à prendre la présidence de l'UMP grâce à ses déclarations sur le pain au chocolat. Voilà, nous on se dit mais c'est pas possible, c'est vraiment... Et le monde, je veux dire, moi je vis en Angleterre on se dit mais c'est pas possible, c'est scandaleux et c'est risible. Ce qui est risible d'un côté de la frontière est vraiment performant de ce côté-là. Et vous avez aujourd'hui un ministre de l'Intérieur qui a une politique avec ses citoyens, un discours sur l'islam qui est encore un discours de stigmatisation malheureusement, un discours où on va chercher un certain nombre de représentants que la base ne reconnaît pas, un discours qui est à l'emporte-pièce, parfois très très émotif, parfois très très stigmatisant. Et aujourd'hui, ce discours-là, on se dit mais on n'a pas évolué depuis 30 ans en France. On est revenu à un discours où tout à coup il nous ressort le fait qu'il va falloir véritablement lutter contre la question du foulard en France. Je veux dire, mais on va y revenir comme ceci. Donc il y a deux choses qui reviennent perpétuellement et qui font engranger des voix à celui
en tant qu'acteur politique qui en parle, c'est la violence, le terrorisme, vous en avez parlé, et puis le foulard comme symbole, ou alors les minarets, ou alors la viande halal. Et à période régulière, on a ce retour-là, et ça vous donne une popularité, et ça c'est grave, parce que cette popularité-là, elle peut vous faire gagner des élections, mais sur le long terme, ce discours-là va être le discours perdant. Il faut bien qu'on entende aujourd'hui en France que ces citoyens qui vous écoutent, vous et moi, qui nous écoutent aujourd'hui, ces citoyens de confession musulmane, ils en ont marre. Ils en ont marre, mais ils en ont pas marre comme des victimes. Ils en ont marre comme des sujets. Et ceux-là, ils votent. Et j'aimerais vous dire une chose que tout le monde sait dans ce pays, mais qu'on ne dit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote communautaire, il n'y a pas un vote de musulmans. Mais les Français de confession musulmane étaient fondamentalement anti-Sarkozy. Et quand on va regarder les chiffres, 1,9 million de ces Français de confession musulmane ont voté pour Hollande. La différence entre les deux était 1,6 million. 1,6 million. Donc ce discours qui est de la stigmatisation fait qu'à un moment donné, on va finir par le créer, ce vote communautaire. Moi, je ne le veux pas. Je veux des citoyens libres et sujets. Mais quand on s'attaque autant à une religion et qu'on revient systématiquement sur des mêmes symboles, des mêmes éléments de stigmatisation, qu'on joue sur la frange un tout petit peu grise de l'islamophobie dans ce pays, eh bien, à un moment donné, politiquement, il va falloir se rendre compte que la France évolue, que les citoyens évoluent et que quelque chose va changer dans ce pays. Donc c'est une mise en garde que vous adressez à la gauche, au pouvoir, à un an des municipales, par exemple ? Oui, je pense qu'un an des municipales, c'est un tout petit peu tôt. Je parle sur le long terme. Encore une fois, si on pense son avenir politique entre 2013 et 2017 seulement, eh bien, on peut encore engranger d'un point de vue populiste, mais c'est un tout petit peu plus long que ça, la vie politique. Et oui, c'est une mise en garde en disant à la gauche, qui nous dit qu'elle est proche du peuple, qu'elle ne l'est plus beaucoup, qu'on voit pas beaucoup de différences sur les questions d'immigration, qu'on voit pas beaucoup de différences sur les questions de quelle est la politique sociale qu'on a proposée en France aujourd'hui? Quelle est la vraie politique scolaire dans les cités? On a vu en 2005 toutes ces émeutes. Rien n'avait été fait par la droite. Mais qu'est-ce qui est fait par cette gauche? Qu'est-ce qu'elle nous propose comme justice sociale? Quel type de nouveaux rapports aux citoyens? C'est une gauche qui n'a de gauche que le nom ou la maladresse. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, il faut qu'on soit extrêmement clair, qu'on attende autre chose, et puis que le président de la République ne mette pas à l'intérieur quelqu'un dont on voit pas la différence de celui dont il a dit qu'il était le successeur. Vous préféreriez avoir Jean-Luc Mélenchon à l'intérieur? Je suis pas sûr, parce que je ne pense pas. Je suis aussi critique par rapport à Mélenchon. Je pense qu'il a sur les religions notamment. Oui, puis un peu un discours qui parfois de position de gauche peut être parfois populiste. Je suis totalement opposé à toute cette espèce de mobilisation émotive. Moi, ce que j'ai envie d'entendre d'acteurs politiques, c'est des vraies propositions en matière de politique éducative, en matière de politique sociale, en matière de politique égalitaire, en matière de vraie politique sur la question des femmes. Qu'on arrête de me dire que la question des femmes aujourd'hui, et en particulier des femmes qui sont issues de l'immigration, c'est la question du foulard. C'est pas ça. C'est l'éducation et c'est l'accès au marché de l'emploi. Vallaud-Belkacem fait un travail quand même qui est très important sur cette question, sur la promotion des femmes dans les entreprises, dans la classe politique, à l'école. Elle le fait verbalement. Je suis pas sûr que ça se. Enfin, elle le dit. Elle a pris des positions de ce point de vue-là qui peuvent être effectivement intéressantes sur la question des femmes. Je suis pas sûr qu'elle ait le courage de se positionner. Elle doit être porte-parole du gouvernement, parfois plus royaliste que le roi. On aimerait bien qu'elle n'oublie pas de là où elle vient, non pas pour le rappeler en tant que issue de l'immigration, mais de rappeler que ceux qui sont comme elle, qui peuvent venir de cette expérience historique, eh bien, quand ils n'ont pas eu la chance de pouvoir être dans un parti et d'être élus, ils ont des droits citoyens qu'on doit respecter. Il faudrait qu'elle l'entende également. Une dernière question, vous avez parlé des représentants qui ne seraient pas de véritables représentants des musulmans de France. Vous pensiez à l'imam Chalgoumi ? Écoutez, l'imam Chalgoumi, il est là parce que, je veux dire, tout le monde en sourit. Je veux dire, le représentant de l'islam de France ou de l'islam français, et on nous dit il fait pas de politique. Ben moi, j'aimerais qu'on me dise, mais c'est qui le pousse lui? Comment se fait-il qu'il puisse être autant lié avec le CRIF? Le CRIF, c'est pas une institution politique. Si c'est pas une institution politique, moi je suis suédois. C'est une institution politique, et il est poussé par cette institution politique. Et on lui dit à lui le non politique de ne pas
à faire de politique alors qu'il ne cesse d'en faire. C'est un discours policé, c'est un discours critique, c'est un discours tout à fait maladroit du point de vue de la base. Et même à Drancy, on ne le reconnaît pas. Et qu'on nous dise à Drancy que c'est uniquement les radicaux qui ne le reconnaissent pas, il mène même pas la prière, il a même pas de représentativité. Alors au-delà de lui, parce que pour moi, aujourd'hui, si je dois parler d'un nom, c'est un symbole. C'est un symbole de cette volonté par le gouvernement de choisir des gens. Donc Chalgoumi ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est comment un gouvernement et comment des intellectuels, comment des journalistes peuvent vouloir pousser quelqu'un au point d'être totalement sourd à leurs concitoyens qui disent que cet homme-là ne nous représente pas et que la seule façon de vivre ensemble, c'est que nous soyons autonomes et que nous ayons nos choix démocratiquement proposés. Merci Tariq Ramadan. Malheureusement, l'émission est trop courte. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, L'Islam et le réveil arabe, aux Presses du Châtelet. Bonsoir. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.